Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes. Votre émission bimensuelle de cinéma. Chez DCP, on a fait l'acquisition d'un matos qui nous permet d'être 5 voire 6 autour de la table. J'ai donc le plaisir d'accueillir un tout nouvel invité. Adèle. Bonjour Adèle. Ouais, merci de m'inviter. Et du coup, moi je suis l'amie de Fred et Owen. Je sais pas si ça se dit dans un podcast. Ok. Et du coup, j'étais étudiante en cinéma et maintenant je travaille dans le documentaire et voilà. Je suis là pour parler de séries. Et autour de la table, comme d'habitude, Julien, Fred, Jérémy. Salut. Bonsoir. Et moi-même. Salut. Je rappelle que cet épisode est disponible sur toutes les applications de streaming. Pour la première fois dans DCP, on va parler de séries. Netflix a sorti une série événement qui s'appelle Adolescence. Et donc on va faire un débat sur cette série. Ensuite, de la même manière que l'épisode précédent sur le cinéma italien, chacun d'entre nous va parler d'une série qui l'a particulièrement marqué. Et on conclura l'épisode par le Joker tant repoussé de Julien. Allez, on est où ta thèse ? Ça avance. Ouais, par contre, le prochain épisode d'écran, il avance. C'est un 133 secondes, mais le prochain épisode d'écran est déjà en réflexion. Donc on va passer directement sur Adolescence. J'aimerais pouvoir vous dire que Netflix a frappé fort, mais en vérité, des grosses séries Netflix, il y en a tous les 4 mois. Il y a 4 mois, il y avait Squid Game. 4 mois avant, il y avait Mercredi. 4 mois avant, il y avait Dahmer. Toutefois, Adolescence a retenu notre attention. Jack Thorne et Stephen Graham avaient déjà accouché du très bon film The Chef, qui était un film en plan séquence. Et donc, ils réitèrent le procédé en 4 épisodes d'1 heure, avec pour thème le harcèlement scolaire et la jeunesse perdue. Jimmy, écoute bien attentivement. Qu'est-ce qui se passe ? Je vais commencer par te demander... Tu connais une fille qui s'appelle Cathy Léonard ? Oui ? Alors on peut dire que vous êtes amis ? C'est elle qui est morte ? Pourquoi tu demandes ça ? Le quotidien de la famille Miller est bouleversé lorsque leur fils Jamie, 13 ans, est arrêté et accusé de meurtre d'une fille de son école. Quel est votre rapport à la série Netflix ? Aux séries Netflix De manière générale, ouais. Stranger Things. C'est tout ? Non, mais je pense qu'en vrai, Netflix, on a tous commencé avec... Stranger Things. Je pense que beaucoup, on a dû commencer avec des séries type ST dans les années... fin des années 2010. Mm-hmm. Puis après... Il y a eu quoi d'autre qu'ils ont fait comme grosse série ? La grosse série qui a commencé, c'était House of Cards. Et après oui, ça, c'est House of Cards. J'ai jamais regardé, donc... Moi, j'estime que y a un syndrome série Netflix, dans le sens où c'est des séries qui, sur le coup, vont marquer, mais dans le global de l'univers des séries, ça va pas forcément marquer les gens. Ouais, j'étais de ceux qui regardaient les séries Netflix qui marchaient pas. Genre Marco Polo, j'avais adoré. Ah ouais. Annulé le truc, quoi, tu vois. The Get Down. Ouais, c'était claqué, c'était génial. The Get Down, c'était génial. Ah, mais ça a été annulé au bout d'une saison. Ah, c'était trop cher. C'était la série la plus chère de Netflix. C'était très bien. Et toi, Adèle ? Moi, j'ai pas mal regardé Netflix, mais je suis pas trop d'accord avec toi, Jérémy, dans le sens où j'ai l'impression, par exemple, Peaky Blinders, c'est une série qui a été produite par Netflix et qui est grave marquée pour moi. Justement... quand même toute une génération qui est restée dans l'univers de gangsters, etc. Pour le coup, Peaky, c'est pas Netflix de base. Ah, c'est la BBC, non ? Ouais, c'est vrai. C'est juste qu'après, ils ont diffusé, il me semble qu'ils ont produit la dernière saison. Les deux dernières. Les deux dernières, ça met 4 ou 3 premières, je sais plus, c'était pas Netflix. C'est vrai. Et moi, je vois beaucoup les séries Netflix comme un effet de mode, souvent. Tu vois, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus ça que sur des séries qui peuvent durer de network, qui peuvent durer pendant plusieurs années et qui potentiellement ont une fanbase qui peut essayer de remettre la série essayer de renouveler la série, ce qui arrive plusieurs fois d'ailleurs. Donc, voilà. Après, c'est l'effet de mode, tu vois, là, il y a tellement de contenu que très vite on passe à autre chose. Est-ce que Adolescent, ça va perdurer, tu vois ? Mais j'ai l'impression que par contre, Netflix, ils sont grave forts pour les mini-séries. Parce que par exemple, ils ont produit Godless, Bodyguard, et c'est des séries qui sont trop bien, et dans le genre de la mini-série, c'est un peu des exemples phares. Et Adolescence, c'est aussi une mini-série, donc peut-être que aussi dans le genre de la mini-série, ils sont peut-être plus performants. Ouais, puis je trouve que une mini-série de 4 épisodes d'1 heure, c'est plutôt chouette comme format parce que finalement on n'en a pas l'habitude. On a l'habitude un peu des séries trop longues, on a l'habitude des films, mais d'un contenu assez uniforme de 4 heures, c'est assez rare et en fait, déjà faut le tenir, mais la série du coup le tient bien. Du coup, t'as dit un terme très précis et ça m'a fait tilter et c'est obligatoire. Maintenant, c'est du contenu. Netflix, ils font du contenu. Bon, alors c'est peut-être pas le débat, mais voilà. Mais après, est-ce que c'est vraiment une série Netflix ? Est-ce que c'est plus une série britannique qui est donc diffusée par Netflix ou c'est vraiment une série produite par Netflix et pensée sous le moult Netflix ? Après, diffuser sur Netflix, c'est avoir du coup une grande part de spectateurs, quoi. C'est être sûr que ça va marcher, que ça va y avoir du succès. Je vois ça plutôt comme ça, mais c'est vrai qu'Adolescence ça aurait pu très bien être une série diffusée ailleurs pour moi, non ? T'as déjà la patte de Graham et de l'autre réal dont j'ai pas Jack Thorne. De Thorne et Graham qui avaient déjà collaboré ensemble. Donc, Le réalisateur, c'est Philippe Barantini. Bon. Ouais, deux producteurs, pardon.
Graham et Thorne. Mais pourtant, c'est pas non plus le genre de série, genre... c'est quoi les éléments qui font que Adolescence, tout à coup, c'est une série qui a énormément de succès? Parce que c'est pas non plus... c'est pas la série qui se vend le mieux sur son pitch ou sur son concept. Le thème, la mise en scène. Voilà les deux éléments pour moi. Et c'est ce qui en fait... Bon, on va peut-être commencer à parler de la série un peu plus dans le détail. Et c'est ce qui fait pour moi que cette série est peut-être un des meilleurs contenus... Enfin, du coup, je réuse ce terme de contenu, mais c'est en tout cas, c'est une des meilleures séries que j'ai vues dernièrement, et je suis estomaqué par la qualité de cette mini-série. Moi, en fait, je pense que c'est une série qui a fait beaucoup parler, parce que les gens s'attendaient à voir un Dahmer ou un Monster. Parce qu'ils voyaient des extraits du gamin, de Jamie, du coup, et s'attendaient vraiment à une série policière où on suit l'enquête avec les deux policiers, alors que pas du tout. Et c'est ça que je trouve fort. Moi, j'aime beaucoup la série, mais je pense que elle doit son succès à ce côté-là, parce que de ce que j'ai vu dans les bandes annonces, c'est beaucoup mis en avant surtout le personnage de Jamie, qui est finalement pas souvent, enfin qui est présent, mais pas tout le temps. On va y venir. Aucun personnage en fait est tout le temps présent. C'est des petits épisodes un peu indépendants sur une enquête. Et j'ai trouvé ça assez cool. Moi, je trouve que c'est très inégal et que ça s'emprisonne énormément dans son propre concept, notamment sa mise en scène. Et ça l'empêche de vraiment se développer. Voilà. Et toi, Adèle, t'as aimé ou... Ouais, moi j'ai trop kiffé la série. Ouais. Juste le dernier épisode, j'ai été moins convaincue que les 3 premiers. Je trouvais que c'était... Du coup, le plan séquence, il était moins justifié que les 3 premiers épisodes. Et je trouvais que ça marchait moins bien. Mais sinon, en règle générale, ouais, j'ai trop kiffé la série. Peut-être le plan séquence devient un obstacle arrivé au 4e épisode. Il trouve son utilité... et sa pertinence dans les 2 voire 3 premiers, peut-être dans le 4e ça commence à traîner. Moi je trouve que justement le premier et le 4e c'est les seuls à avoir vraiment l'utilité du plan séquence, parce que autant pour le premier c'est le gros effet coup de poing, énormément de suspense du début à la fin, et je trouve que le 4e arrive vraiment à trouver ce côté très naturaliste que veut dépeindre le dernier épisode, comment tu te sens sur une famille, sur l'après pendant procès, là où je trouve que le 2 et le 3 n'ont pas grand intérêt d'avoir le plan séquence. Surtout le 3 où j'ai trouvé l'épisode très long. Je suis un peu d'accord sur le 3. Moi je suis pas trop d'accord. Déjà quand tu connais Philippe Barantini et tu sais que le mec est un fanat du plan séquence, et moi c'est un truc que j'adore vraiment, de penser sa mise en scène dans le sens où chaque élément doit être à sa place à tel moment, et je trouve ça ultra intelligent de toute façon déjà sur le premier épisode, mais même sur le 2e. Moi qui travaille dans un établissement scolaire, je vais y revenir après plus tard, mais il y a des moments de tension comme ça où t'as l'impression que tu vas jamais t'en sortir, et ça prouve ça en fait. Ce plan séquence ce 2e épisode pour moi c'est je me suis senti au taf. Vraiment, ça paraît pas cool dit comme ça, mais je me suis senti au taf quand j'ai vu ce 2e épisode. Après, plan séquence, du coup, ça indique un succès parce que les gens vont être impressionnés. On parle que de ça, et du coup, est-ce que c'est pas une technique pour cacher les défauts et les faiblesses? En vrai, moi j'ai moins été marqué par le plan séquence que par l'étalonnage global de la série. Pour moi, c'est vraiment l'étalonnage que j'ai beaucoup aimé. Genre la manière dont les couleurs ressortent, l'environnement, genre même au sein d'une même scène et d'une même pièce. Genre, il y a ça beaucoup dans l'épisode 3, genre il y a des changements de ton au niveau des couleurs qui font que c'est très chouette, alors que des fois, genre l'épisode 3, ça se passe dans une seule pièce, et tu sens qu'au bout de 45 minutes, le caméraman il est en mode comment je vais m'y prendre pour que ce soit de nouveau intéressant, tu vois. Alors que là où l'épisode 1 et 2, même le 4, se passe quand même dans beaucoup de lieux, tu te déplaces beaucoup dans des pièces différentes. Là, le 3, il est un peu cloisonné, et donc, genre, à part l'étalonnage, il n'y a pas grand-chose à en tirer, je trouve. Non, mais surtout que pour les 1, 2, 4, t'as beaucoup de fixité dans le plan séquence quand tu les prends je pense, dans le plan dans la voiture, par exemple. C'est l'environnement derrière qui bouge, mais eux ne bougent pas. Donc ça permet en fait de varier quand même les échelles de plan, tout en étant dans un plan séquence là où vraiment l'épisode 3 c'est purement fixe. Moi je trouve que justement c'est par exemple pour rejoindre ce que disait Jérémy pour le coup, moi je trouve que le plan séquence il est génial dans le 2e épisode, parce que justement t'as l'impression de rentrer vraiment dans une sorte de labyrinthe, et tu rentres vraiment dans l'économie pas dans l'économie mais dans le monde du collège, et genre t'as l'impression un peu d'être dans la psyché des étudiants, et en fait je trouve que du coup à la fois tu te perds et en même temps c'est labyrinthique, et c'est un peu comme toute cette enquête où genre tu comprends pas où ça va, et il nous emmène dans plein de directions différentes, le réalisateur, et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce plan séquence. Voilà, d'où aussi ce qui fait la qualité pour moi du premier épisode également, c'est que tu m'emmènes dans ce commissariat, je sais exactement où je suis. Vraiment, je trouve qu'il arrive très bien à situer géographiquement les endroits qu'il faut. Franchement, t'es pas perdu, tu sais où la personne va à chaque fois. Dans l'épisode 2, c'est un peu plus compliqué parce qu'un établissement scolaire, c'est quand même vachement plus grand qu'un commissariat de police. Mais même, tu vois, je trouve qu'il en joue même avec le 4e épisode où tu pars vraiment dans la ville, etc. Et après, tu reviens dans la maison. Enfin,
Qu'est-ce que t'en sais qu'un commissariat c'est plus petit qu'une école? T'es déjà allé au commissariat, Jérémy? Non. T'allais dire? Non, mais j'allais dire que moi je trouve que du coup le fait d'avoir fait une seule unité de temps, c'est-à-dire qu'un épisode d'1 heure à peu près, ça correspond donc à 1 heure dans la diégèse, je trouve que ça sacrifie vachement la narration, puisque sur une diégèse qui fait quasiment 12 mois il me semble, peut-être un peu plus, on assiste finalement qu'à 4 heures. Et en fait, ces 4 heures-là, en fait, chaque heure d'épisode, ça se veut être témoin du thème qu'il propose. C'est-à-dire que l'épisode 2, c'est 1 heure d'enquête, mais c'est censé être le témoin de toute l'enquête. L'épisode 3, c'est la psychologie de Jamie, mais du coup, c'est censé être le témoin de toute sa psychologie. Et enfin, l'épisode 4, c'est l'épisode 4 sur sa famille, et c'est censé représenter tout ce qu'a vécu sa famille sur 1 heure. Et je trouve que c'est dommage. Je pense qu'il y aurait eu plus à gagner, justement, d'avoir plus de longueur, plus d'épisodes sur ça. Ouais, mais justement, genre, ça me permet un peu de bifurquer vers plus les côtés thématiques et le sujet. Genre, le sujet de la série, c'est juste la culpabilité de Jamie, les raisons de ce qu'il a fait. Et en fait, genre, il y a tout le temps un renversement un peu de valeur. C'est-à-dire que, genre, moi, de nombreuses fois, j'ai vraiment cru qu'il était innocent parce qu'en fait, il le clamait tellement fort. Et au fur et à mesure de la série, genre, tous les épisodes te donnent des indices sur sa culpabilité, sur la raison, la psyché, le mal-être qu'il avait en lui. Genre, le premier épisode, t'es vraiment en mode qu'est-ce qu'il a fait? Est-ce qu'il est vraiment innocent ou coupable de ce qu'on l'accuse alors qu'on sait même pas de quoi on l'accuse? L'épisode 2, tu vas vraiment genre trouver tout l'environnement dans lequel il a évolué et qui l'a poussé à faire ce qu'il a fait. L'épisode 3, c'est sa psyché. Et l'épisode 4, tu finis par avoir le dernier mot sur sa culpabilité ou non, et moi je trouve ça très fort en fait la manière dont c'est amené. Bah alors là on va commencer à parler psychologie de l'adolescence et là ça va me... il va se prendre pour un pro. Non, je me prends pas pour un pro, je fais avec ce que j'ai, je ne suis pas psychologue de l'adolescence ni quoi que ce soit, c'est juste que travailler tout le temps avec des adolescents, tu comprends un petit peu leur psychologie. Et toi tu es persuadé qu'il est coupable. Moi j'en suis pas persuadé. Ah ouais, même avec ce qu'il dit à la fin? Même avec... Si, c'est sûr. Pour moi, sûr la psychologie qu'il est de l'adolescence est tellement complexe, et c'est bien montré selon moi, que je ne suis absolument pas certain qu'il est coupable. Parce que même s'il dit qu'il va se déclarer coupable, je me demande s'il ne le fait pas juste parce qu'il n'a pas envie d'infliger ça à sa famille, parce que... Par dépit. Par dépit, Mais il y a voilà. la vidéo. La vidéo, elle montre rien techniquement, elle montre juste qu'il pousse, il me semble, non? Non, tu vois le meurtre. Mais est-ce que tu le vois lui sur la vidéo? C'est ça. Oui, il a les chaussures qu'il avait. Mais oui, mais attends, ça se trouve c'est les chaussures que tu vois. Donc moi je trouve que la psychologie de l'adolescence est super bien développée et bien traitée dans cette série. C'est pour ça que je trouve que c'est exceptionnel. Et donc vraiment, même au niveau de la psychologie, au niveau de la parentalité, surtout dans le dernier épisode qui est montré, je trouve ça très poignant, et surtout la scène de fin, j'ai failli chialer tellement. La performance de Steven Graham est énorme, et vraiment t'as toute cette réflexion sur est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai bien éduqué mon fils, est-ce que j'ai bien fait ce que je devais au niveau de l'éducation de mon enfant, est-ce que je devrais pas totalement me remettre en question. Mais bon. Mais c'est assez drôle de voir que tous les deux voulaient absolument trouver une raison, alors que la série justement propose de ne pas donner de réponse en fait. Moi je trouve pas que que chaque épisode essaye d'expliquer pourquoi Jamie a fait ça et comment il l'a fait, tu vois. C'est juste que chaque épisode prend indépendamment des moments d'une enquête, mais sans vraiment révéler pourquoi du comment. Alors, je dis pas qu'il est innocent, je dis juste que j'ai un doute sur sa culpabilité. Je dis pas qu'il est innocent non plus, tu vois. C'est pas un film d'enquête, c'est pas une série d'enquête. Non, voilà. Il n'y a pas d'enquête, à part l'épisode 2. Le reste, c'est pas du tout d'enquête, c'est plus de la psychologie, comme disait Jérémy. Mais même sur ça, je trouve que la série elle va pas vraiment au bout de son propos. Genre, ça explore certaines thématiques, l'adolescence, la masculinité sur les réseaux sociaux, etc., la parentalité. Mais je trouve qu'elle va jamais au bout. Et c'est dommage. En fait, moi, je trouve que l'épisode qui m'a le plus plu, c'était l'épisode 4, du coup. Parce que ça renverse totalement de point de vue, et je me dis que ça aurait pu être très intéressant que le point de départ de la série se passe à partir de là, et comment à partir de cette situation là tu peux recreuser en arrière, mener toi-même l'enquête et arriver en fait sur la psychologie de Jamie. Moi tu vois, pour revenir sur ce que tu disais Julien, je trouve que c'est un peu caricatural de dire le deuxième épisode c'est sur l'enquête, troisième épisode c'est sur la psyché de Jimmy, parce qu'en fait je trouve que chaque épisode égrène des pistes en fait de compréhension à travers les autres personnages. Et tu vois par exemple avec la figure du père qu'on comprend aimant, mais qui aussi a ses explosions de colère, et qui comme Jamie a ça visiblement comme on voit avec la psy, et du coup en fait à travers le portrait des autres personnages, des élèves, même du fils du flic, en fait tu comprends tout un environnement qui était autour de lui,
Et ça rejoint ce que tu disais aussi, Fred, c'est qu'en fait, il n'y a pas une raison qui a poussé Jimmy à commettre ça, mais c'est en fait tout un faisceau de facteurs sociaux, économiques, de cette classe blanche déshéritée, et en même temps qui est maintenant cette nouvelle génération qui est confrontée aux réseaux sociaux et à la poussée du masculinisme. Et en fait, c'est ça que moi, j'ai beaucoup aimé dans l'adolescence, c'est que ça tire des pistes sans les forcer, sans en surligner le trait, et en même temps, chaque épisode se répond. Et du coup, je trouve que moi, c'est ça sa force dans la série. Moi, la force aussi que je trouve à la série, c'est que ça te laisse énormément de matière à réflexion. Vraiment, t'as le temps de réfléchir, et même encore maintenant, j'y réfléchis. Bon, bien sûr, la discussion qu'on a fait que, mais même avant d'enregistrer, je réfléchissais encore à la série, quoi. Mais je pense que c'est super, en tout cas, que la série elle soit diffusée, elle soit projetée dans les classes en Angleterre. Ouais. Pas en Parce France. que... Non, mais je pas pense le même que... contexte après, parce que de base, Ouais. enfin le Graham, il a fait aussi la série parce que tu as eu des meurtres en Angleterre, ça répond aussi à un fait social purement anglais. Je pense qu'il faudrait faire une série vraiment bien ancrée dans la culture française pour que le gouvernement trouve la pertinence de projeter ce genre de thématiques et de séries. Mais je trouve ça très bien en tout cas qu'en Angleterre il l'ait fait, et que effectivement t'en ressors avec beaucoup de questionnements. Moi j'aime beaucoup le dialogue final entre Stephen Graham et sa compagne sur à quel point en fait il avait un ordinateur dans sa chambre, on le laissait seul et il semblait en sécurité dans sa chambre, mais en fait il avait une ouverture sur le monde qui était tellement désastreuse et qu'on pouvait pas soupçonner parce qu'il avait un ordinateur. Tu peux éduquer autant que tu veux ton gosse, en fait genre il y a toujours des choses que tu peux pas contrôler. Ouais, mais en même temps, tu vois aussi que son éducation a joué. Oui. Donc c'est ça qui est bien, c'est que à la fois tu vois effectivement que ils se sentent démunis et que sûrement c'est des parents aimants qui l'aiment, mais d'un autre côté, il y avait de la violence dans son foyer. Et cette violence, elle s'est retranscrite, elle a été amplifiée par d'autres facteurs, mais elle était bien là, et c'était aussi un terreau qui fait que aujourd'hui, il a commis ce crime, quoi. En tout cas, c'est pertinent comme série. C'est pertinent ce que ça développe, et ce que ça te laisse après comme matière à réflexion, comme tu dis, Jérém, ça laisse de la matière. Et je pense qu'au revisionnage, elle doit être ouf, la série aussi. Ce que je trouve fou, c'est aussi comment les fans se sont emparés de la série, et que sur les réseaux, j'arrête pas de voir plein de petits détails que vous n'avez pas vus. Ah ouais? Genre le papier peint de Jamie dans sa chambre, en fait, il y a une sorte de déchirure, c'est à la forme d'un couteau. Et en fait, ça montre que c'est lui qui avait le couteau. Il y a des trucs, t'es en mode, mais mec, le sandwich, tout le monde s'est posé des questions d'ouf. Genre, mais pourquoi à la fin, elle a envie de vomir quand elle voit le sandwich? Et les gens se tapent le crâne pour trouver des réponses. Et je trouve ça super fou. J'ai la réponse pour les sandwichs. Il y avait des cornichons, et les cornichons, c'est dégueulasse. Ça, c'est incroyable les cornichons de ces sandwichs. Dégueulasse. Fin du débat. On ouvre un nouveau débat ou on clôt celui d'adolescence d'abord? Mais ouais, c'est fou de voir à quel point ça a marché et comment les spectateurs s'en sont emparés. Ouais, je pense que ce qui a marché aussi dans cette série, c'est que finalement, il y a peu de séries qui sont... l'incarnation du masculinisme, elle est aussi dans cet adolescent qui paraît tout frêle et qui vraiment a ce côté où tu as envie de le protéger dans le premier épisode quand il arrive, quand les policiers arrivent. Et c'est ça aussi, je pense que c'était cette sorte de nouvelle figure du masculin qui met en danger les femmes. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se sont retrouvés dans ça, beaucoup de jeunes femmes par exemple qui ont pu se dire oui, en fait ça c'est mon quotidien, c'est des jeunes mecs tout frêles en fait qui sont aussi source de cette violence, ouais. Et ça c'était innovant, je trouve. C'était nouveau, c'est pas forcément des représentations qu'on a beaucoup dans les séries et dans les films. C'est ça, tu vois à peu près tout ce qui l'a amené à faire ça. Donc d'une part l'ouverture sur le monde que lui a apporté sa chambre, les pressions mises au collège, potentiellement le cadre familial. Il y a beaucoup de choses qui amènent à faire que cette série développe, encore une fois, comme je l'ai dit, très bien la psychologie de l'adolescence. Pour moi, c'est exceptionnel, c'est vraiment une des meilleures séries que j'ai vues depuis un moment. Et j'y retournerai très probablement. Ça va te réconcilier avec Netflix? Potentiellement, ouais, parce que je suis pas fan de leur série originale globalement. Pour te dire, la Squid Game, la deuxième saison, j'ai toujours pas regardé. Ouais, faut qu'on s'y mette. J'ai arrêté Stranger Things en plein milieu de la saison 3 ou 4, je crois. Enfin, vraiment, c'est. Sachez que le petit, donc l'acteur qui joue Jamie, il est tellement bon que récemment on a annoncé qu'il jouerait la version jeune de Jacob Elordi dans le film Les Hauts de Hurlevent de Emerald Fennell. Oui, justement, parlons de la performance de l'acteur, j'ai oublié son nom, mais... Owen, comment? Mais non, il s'en est rappelé. Owen Cooper. Donc Owen Cooper, quelle performance, bordel. Merci. L'épisode 3, tu t'appelles Owen Cooper, toi? Je m'appelle Owen. Tu vois, c'est fou parce que la performance, on n'aurait pas mis autant en valeur si ça n'avait pas été un plan séquence.
je pense. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, Non, mais c'est surtout le sur père. l'épisode 3. Moi, c'est Oui, non, l'épisode bien 3, sûr. il m'a scotché, quoi. Enfin, Mais il était incroyable dans l'épisode 3. Genre vraiment. Moi, j'ai pas eu de dégoût pour lui dans l'épisode 3. En fait, il me faisait plus de la peine. Ah ouais? J'avais Moi, pas il ce truc où faisait il me peur. faisait peur. Non, Mm. moi, genre, j'avais juste de la peine. Je me disais, mec, genre, t'es juste paumé en fait. un peu, genre. ouais, parce que voilà. T'es paumé, genre. il a Il est l'air paumé paumé. et genre, t'as juste envie de le soigner, genre. C'est Enfin, il est minable quand il essaie de lui faire peur. Oui, mais tu vois, moi, je vois l'épisode, je me dis, j'ai juste envie qu'il soit soigné, quoi. Genre, qu'on comprenne, en fait, finalement, pourquoi. Et on n'a pas vraiment de réponse. Comme a dit Adé, on a plein de pistes de partout, mais c'est pas un épisode qui est fait pour le soigner, quoi. Pour, Bah, de toute façon, dans l'épisode 3, t'apprends dès le début qu'il est pas dans un lieu dans lequel il devrait être. Techniquement, il a pas à être là. Il devrait être dans un truc plus. Dans une prison pour enfants, pas dans un truc spécialisé pour les adolescents en manque de repères et qui frappent tout ce qui bouge, quoi. Donc il y a peut-être ça aussi qui joue dans la façon dont il approche sa psychologie avec la psychologue. Moi, je trouve qu'il fait vraiment peur, par contre, hein, dans l'épisode. Ah ouais. Et d'ailleurs, je me suis grave identifiée à la psy qui a l'air terrifiée quand il a ses excès de colère. Mhm. Et ouais, non, franchement, justement, c'est ça qui est bien, c'est que, tu vois, d'un côté, il peut être hyper... comme dans une posture d'enfant qui va chercher l'approbation de cette psy qui fait figure de maternelle. Et là, après, d'un coup, c'est lui qui renverse un peu le rapport de domination et qui va, elle, la bouleverser, alors qu'on imagine qu'elle est habituée à ce genre de cas. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé dans la dynamique, et d'ailleurs dans la façon dont ça a été filmé aussi en tant que plan de séquence, où la caméra, d'un coup, elle va basculer en même temps que lui aussi bondit de sa chaise, et du coup, t'es carrément dans le mouvement de sa colère. Et du coup, moi, je trouve que c'était ça qui était intéressant, c'est qu'effectivement, là, d'un coup, tu te dis, ouais, le mec, s'il a un poignard, un couteau, il pourrait la mettre en danger. De la même manière que dans l'épisode suivant, le père, il pète un câble et... Ouais, exactement. Ou quand il décrit que son père, parfois, il a jamais été violent avec sa mère, mais qu'il a défoncé une armoire. Sauf que ça, c'est de la violence. Même s'il a jamais frappé sa mère, en fait, c'est une forme de violence. Et c'est quelque chose qui est tellement banalisé, même aujourd'hui, on pourrait l'entendre dans nos conversations. Il a jamais été violent, alors que le mec, il frappe dans des murs. Mais ça, c'est de la violence. Est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter, les amis? Est-ce qu'il y a des chiffres à tirer d'adolescence? Probablement le nombre de visionnages, mais je les ai pas, donc... Mais en même temps, Ah bah c'est bravo. Netflix. Non, mais en même temps, c'est Netflix. T'as réussi à trouver un budget ou pas? Non, mais franchement, J'ai c'est cherché, j'ai pas impossible. trouvé. Impossible. Tellement compliqué que même, tu vois, le nombre de visionnages chez Netflix, ils balancent des chiffres, mais c'est même pas vérifiable. Donc, je pourrais donner les chiffres de Netflix, mais à aucun moment c'est vérifiable. Juste le plan, où le drone prend la caméra pour passer Dans l'épisode 2, ouais. C'est pas incroyable? Oh, le plan! Non, mais c'est. Non, je trouve ça incroyable techniquement. hein. C'est cool, mais bon, c'est ça, chaque film avec des plans séquences, on se dit waouh, c'est incroyable. Oui, mais pour moi, ça sert à la narration. Oui, c'est ça, oui. c'est que là, pertinent. pour le coup, c'est pertinent. Mais c'est ça. En 1917, tu vois pas. Moi, j'ai pas forcément vu l'utilité du plan séquence, mais là, tu vois, tout était génial, quoi. Donc, ouais. On a kiffé adolescence, sauf... J'ai pas Bien. détesté, hein, j'ai trouvé ça correct, mais c'est tout. Mais j'entends vos perceptions. Soit. Et ben on va s'arrêter là sur adolescence. Et donc maintenant on va parler chacun d'une série qui nous a marqué. Quand je dis qui nous a marqué, en soi ça peut être en péjoratif. C'est vrai. Mais personne n'a capté la subtilité, donc on va tous parler de séries qu'on a aimées. On adore. Ça se trouve, moi, je déteste ma série, hein, tu sais pas. Tu nous as pas dit. Je propose que Fred commence, parce que là on a parlé d'une série très récente, et là tu vas aussi parler d'une série très... Qui vient de terminer à l'heure où l'épisode sort. C'est-à-dire que là, vous nous entendez, chers auditeurs, chers T'as pas vu le auditrices, dernier épisode, ça veut Je dire? n'ai pas vu le dernier épisode. Je ne sais pas comment. Qui est mort? Parce que voilà, donc je vais parler aujourd'hui de The White Lotus, la saison 3 et même en général de la série. The White Lotus que j'aime beaucoup. Un peu moins pour la saison 3 pour le coup. Donc en fait, non, ça marche, Owen. Je suis pas déçu par la saison, mais je trouve que Mike White, donc, qui est le seul scénariste de la série, ce qui est assez particulier pour une série, en général, c'est plusieurs personnes qui sont ensemble pour écrire. Seul réalisateur aussi. Seul réalisateur et seul scénariste, ce qui peut être dangereux, je pense, pour la suite. Et je trouve que du coup, la saison 3, comme il n'est pas accompagné d'autres personnes, il reste un peu planté toujours dans le même sujet. Et il essaye un peu de changer, de rajouter quelques trucs. Et en même temps, je trouve que ça perd un peu de sa saveur. Donc en gros, The White Lotus, pour résumer, c'est assez simple. C'est des riches qui ont leurs problèmes de riches, qui vont passer des vacances dans une compagnie qui s'appelle The White Lotus, dans des pays un peu, disons, aphrodisiaques ou des pays qui sont pas aux États-Unis, quoi. Donc la première saison, c'est Hawaï. C'est les États-Unis. Hein. Oui, non, mais vous avez compris. Non, mais je veux dire Hawaï dans le sens où. Dans des destinations. Paradisiaque. Paradisiaque plutôt, voilà. Je dis aphrodisiaque.
Oui, c'est ce que c'est pour ça que j'ai rigolé. Ça parle beaucoup de sexe aussi, donc excusez-moi. Ça marche. C'est vraiment pervers. La première saison. T'as pas vu son bras. Je n'ai rien sur le bras. Personne ne voit mon bras. Il a une femme nue. Donc la première saison, c'est Hawaï. La seconde, c'est l'Italie. Et là, la troisième, on est en Thaïlande. Et ce que j'aimais beaucoup dans la saison 1, c'est que à partir de plusieurs histoires, donc de plusieurs problèmes de riches, c'est caricatural, mais c'est un peu ça, on arrive quand même à parler de plein de sujets intéressants. Dans la 1, ça parle beaucoup de l'impérialisme américain, par exemple, avec toutes les personnes qui habitent vraiment sur l'île et qui sont exploitées par l'hôtel. Alors que là, dans la saison 3, on a quand même un sujet hyper intéressant, c'est la Thaïlande. Donc la Thaïlande qui est quand même un pays qui est touché par le tourisme de masse. Et je trouve que la saison 3 arrive pas du tout à s'intéresser à ce côté-là, en fait. Et à perdre de vue, qui de base fait la force de la série, qui est toujours de critiquer plein de trucs, quoi. La 2, ça se passe en Europe, donc en fait, on n'a pas forcément ce qu'on avait avec la 1, comme à Hawaï, mais il y avait quand même des personnages comme les deux femmes italiennes prostituées. Et ça, même chose, il y avait encore ce rapport de force. Là où la 3, c'est très léger quand même, on le sent, donc il y a deux personnages thaïlandais qui ont leurs petites histoires dans la série, mais je trouve qu'elle est pas assez poussée. Et du coup, on perd de vue ce côté-là. Voilà, ça c'était un point négatif. Non, sinon après, j'apprécie beaucoup la série. Je trouve que c'est le genre de série qui marche bien. Qui marche bien parce qu'elle s'inspire beaucoup de tout ce qui est... j'ai oublié le nom, mais c'est toutes les fictions qui ont un peu à la Hercule Poirot ou Agatha Christie. Et whodunit. Voilà, exactement. Et chaque saison commence par la mort d'un personnage dont on ne connaît pas l'identité. Et tout le but de la série, c'est de comprendre qui est mort, en fait. Ah, parce que le début de saison, c'est toujours la fin. Exactement, en fait, D'accord. on revient une semaine avant et toute la saison, c'est une semaine. D'accord. Mais du coup, les saisons se suivent entre elles ou ça n'a rien à voir? Alors, il y a des rapports. D'accord. Par exemple, dans la 3, tu as un personnage de la saison 1 qui est de retour. Donc, il y a quelques rapports, mais ça peut se regarder effectivement indépendamment. Tu loupes quelques intrigues. Par exemple, je trouve que pour la saison 3, du coup, il y a une petite intrigue quand même qui ce serait dommage de pas Ils font une avoir saison 4 ou ils arrêtent à la saison 3? Oui, ça marche super bien. Ouais, je crois ouais. que la 4 elle est en production et ça va continuer. C'est mais du déjà coup, le casting et tout. Ouais, voilà, c'est ça, mais ça marche de fou. Mais parce que le concept de personnages décédés et de deviner qui est décédé, c'est génial, tu vois, parce que t'es pris dedans, quoi. Donc là, il reste un épisode qui est donc sorti aujourd'hui, à l'heure actuelle où vous écoutez le podcast. Et effectivement, genre la série, elle peut beau avoir des défauts, je pense que tu peux rester accroché à ça, quoi. Après, faut que tu sois sensible aux problèmes de riches aussi, quoi, parce que... C'est ça. Non, après, c'est pas forcément... Je disais, excusez-moi, des problèmes de riches. Non, il y a plein de trucs, il y a plein de thématiques. Là, ce que j'aime dans la saison 3, je trouve que la thématique générale, c'est de parler de la famille. Ouais, des unités familiales. Des unités familiales. Ouais. Ça va vers l'inceste. C'est très extrême, quand même. Alors, l'inceste... bon, bref, j'ai pas envie de spoiler, en fait. Ouais. Mais cette séquence, elle a fait tellement de bruit sur les réseaux mais sociaux. oui, mais en même temps, tu vois, je trouve que cette séquence, les gens ont critiqué parce que c'était peut-être un peu trop à vouloir chercher l'effet, la réaction, quoi. En gros, dans la série, dans la saison, du coup, il y a quelque chose qui est dû entre l'inceste entre des frères. C'est pas un inceste comme on peut imaginer un parent qui a une emprise sur son enfant. Non, c'est un attrait entre des personnes d'une même famille, quoi. C'est très Lannister, quoi. Exactement. Et donc, c'est vrai que ça a explosé, quoi. Tout le monde n'a pas arrêté de réagir. C'était l'épisode 6. Bah oui, c'est ça. Oui. C'est ça, l'épisode 6. C'est ça. Et donc, tu as plusieurs thématiques, mais c'est pas que ça. Donc là, quand je parlais de famille, je pense surtout aussi au mon personnage préféré qui est joué. C'est lequel que tu... C'est Walton Goggins. Voilà, exactement. Parce que Walton c'est le Goggins. seul acteur que je connais, que je vois dans la série. Je suis en mode, hey, Walton Et Goggins. ça, c'est un personnage que j'aime vraiment beaucoup. Ça C'est un m'étonne personnage pas. qui est totalement paumé, qui sait pas où il va, qui essaye de régler ses problèmes du passé liés à son père, en fait. Et il y a toute une question de est-ce que je vais réussir à aller au-delà de mes démons. Et donc voilà, tous les personnages en tout cas ont cette thématique présente d'une famille, voilà, d'un cercle familial. Donc c'est assez cool. Donc voilà, c'est le genre de petite série sympa. Petit verre de vin blanc à la main. Oh. Qui est mort, qu'on va deviner. Des petits potins, de l'inceste, waouh. Putain, En caressant Oh. Non, mais tu vois, non mais il y a ce truc très genre chaque épisode c'est quand même plein de petites révélations Oui. qui sont sympathiques à... Et puis il y a des personnages qui sont tellement genre pas attachants, mais des personnages qui tellement haut en couleur, un peu comme Jennifer Coolidge qui jouait Tanya, qui était vraiment un personnage iconique de la série, enfin qui est un personnage iconique de la série. Et là, juste par rapport à ça, il y a la mère qui joue justement dans cette famille un peu dysfonctionnelle, même carrément dysfonctionnelle, et qui est devenue tellement iconique aux États-Unis que maintenant il y a des remixes de sa voix parce qu'elle a un accent hyper snob. Oui. Et donc du coup, dans Boîte, maintenant, il y a des remixes avec elle qui fait No. Ouais. C'est vrai qu'elle a un peu remplacé Coolidge, tu vois, et c'est vrai que sur
Sur les réseaux, je vois que ça. T'as spoil. Hein bah non, mais remplacé dans le sens dans cette saison, en tout cas, on. Ne vous inquiétez pas, je connais pas la série, j'ai rien compris. Mais voilà, mais oui, c'est vrai. Mais c'est un peu le genre de série où tu vois l'épisode, puis tu vas sur les réseaux et tu vois tous les petits messages, toutes les petites théories surtout. En fait, Ouais, ça carrément. qui est génial, ça alimente en fait. Ouais. Qui est mort parce que là, c'est vrai que donc là, à l'heure actuelle, j'ai pas vu le dernier épisode, donc je ne peux pas vous spoiler, mais c'est vrai qu'il y a tellement de pistes différentes. Tu te dis, mais ouais, il y a tellement de moyens de. En fait, ce qui est cool, c'est que t'as l'impression que tout le monde pourrait tuer quelqu'un. C'est ça. Et donc, c'est ça qui est hyper prenant, c'est que tu te demandes lequel va vraiment franchir ça et qui va le conduire à franchir ce pas. Et souvent, c'est des gens que tu soupçonnes pas, évidemment. C'est un Cluedo géant. Ouais, voilà. exactement. C'est sûr, mais dans cette saison-là, j'ai un peu l'impression que là, on est à l'épisode. Bah, il reste plus qu'un seul épisode. J'ai l'impression que ça va faire un peu potentiellement pétard mouillé selon qui c'est. Ouais. Parce que vraiment, je trouve pas qu'il y a cette sensation de. Tu te dis, ah ouais, lui en fait c'était ça depuis le début. Tu vois. Enfin, sur cette saison-là, j'ai pas l'impression. Bah, chaque fois, t'es surpris. Moi, les 2 dernières saisons. Ouais. Je m'y J'ai attendais trouvé pas. que les 2 premiers épisodes étaient peut-être un peu en dessous de la qualité des 2 premiers épisodes des 2 premières saisons. Et du coup, je pense que c'est ça qui a fait que ça a un peu ralenti le rythme de la narration. Mais par contre, je trouve que après, les épisodes, ils ont grave su suivre le rythme qu'il avait installé avant avec cette ambiance. Là, pour le coup, vraiment installer une ambiance qui est propre à la Thaïlande, ce que je trouvais pas dans les 2 premiers épisodes. Et là, je trouve qu'à la fin, il a vraiment su trouver son souffle et son originalité. Ouais, je t'avoue que sur la saison 3, là, la toute première partie de saison, j'étais un peu en mode, oh, c'est dur. Mais C'est tu vois, dur, la là. Thaïlande, je trouve que en même temps, ça se passe en Thaïlande, mais est-ce qu'on filme vraiment la Thaïlande ? Est-ce que t'as Non. vraiment l'impression d'être en... Tu vois, ça pourrait se passer très bien dans un autre pays. Attention, ça se transforme en débat, les amis. Non, mais On c'est- avait dit 5 On minutes va par faire sur série. The Wild Lotus. Non, mais c'est vrai. Je trouve que ce qui est dommage, c'est que là où Hawaï, on avait vraiment ce côté, on filme Hawaï, tu vois. Là, je trouve que la Thaïlande, ça pourrait très bien se passer dans un autre pays, et ça marcherait. C'est vrai que il y a beaucoup moins cet ancrage local et la dénonciation de l'impérialisme américain. Voilà. Mais j'ai l'impression que du coup, le propos, c'est plus justement quelque chose qui est de l'ordre de l'intime et moins de quelque chose qui est de l'ordre du politique. Oui, avec des dénonciations de type racisme, etc. Mais je suis d'accord, je trouve que du coup, ça enlève une sorte de niveau de lecture à la série qui avait ça avant. Bref, pardon. Sujet clos sur Wild Lotus. Oui, pardon. Mais c'est trop bien. Vous en avez parlé 10 minutes, hein, bande d'enfoirés. On a parlé tous les deux, et Jérém aussi. tous Mais les oui, trois. non, mais bien Tu m'as sûr. donné Je très l'ai envie de fait. regarder. Vous m'avez donné très envie de regarder. Maintenant, vu qu'on n'a pas trop entendu Julien depuis le début de l'épisode, il s'endort un petit peu là. Pardon. Pas du tout. Mais si, on va te réveiller, tu vas nous parler de ta série. Moi, je connais pas. Tu connais pas du tout. Enfin, j'en ai évidemment entendu parler, mais j'ai jamais vu ni rien. Rick et Morty, Mmh. vous avez vu. Mais non. Pas Adèle. Oh. Oui, Rick et Morty. Ok. 5-6 épisodes. 5-6 épisodes. Ouais, tout, presque. T'as tout vu. Peut-être pas les 2 dernières. Ok, parce que moi j'ai vu 4 saisons seulement. Je n'ai Bah, pas tout. Je pense qu'on est un peu kiff-kiff. Mais pourquoi série qui m'a marqué? En fait, série qui m'a marqué, mais qui a marqué vraiment période terminale, première année d'études. Genre vraiment, c'est un peu la série marquée 18-19 ans. Ouais, tous mes potes à la fin du lycée, le bac, ils étaient là. Ah, Rick et Morty, c'est tellement incroyable. Mais c'est un peu la série de l'époque, hein, genre, parce qu'au moment 2019, c'est le moment où la saison 4 va sortir et qui est attendue depuis 2 ans. Sinon, c'est sorti en 2013. Donc, c'est vraiment la série du lycée, c'est Rick et Morty. En grosse série d'animation. J'ai pas forcément une passion pour les séries d'animation, à part les Simpsons, comme tout le monde, je pense. Et voilà, j'ai vu les Simpsons, South Park, et c'est tout. Et peut-être dernièrement, qui a pu être marquante, genre Arcane, mais vraiment pour son animation. Et du coup, Rick et Morty, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est les aventures de Rick, un savant fou globalement, et de son petit-fils Morty. Et en fait, c'est une grosse parodie de Retour vers le futur. Mais c'est un peu si on prenait Retour vers le futur qui rencontrait The Boys, ça te donne Rick et Morty. C'est-à-dire qu'en fait, comme dans The Boys, on peut avoir le côté très trash des super-héros. C'est si on mettait des super-héros dans le monde réel, qu'est-ce que ça donnerait ? Rick et Morty, c'est on prend Retour vers le futur et on enlève tout ce côté l'Amérique, nostalgie, la bonne époque des années 50, 60, tout ça. Et ça te donne en fait Rick, un grand-père totalement alcoolique et misanthrope, avec Morty, un gamin de 14 ans totalement paumé dans sa vie, qui a une mère dépressive et un père totalement lâche et démissionnaire. Et en fait, ça te donne un humour extrêmement trash et extrêmement drôle. Et en fait, au-delà de ça, ce qui fait vraiment la saveur de la série, c'est son inventivité, sa créativité. Et honnêtement, du coup, cette série, comme je vous l'ai dit, je me suis arrêté à la saison 4. Donc ça doit faire des années que je n'avais pas regardé un épisode de Rick et Morty. Je n'ai même pas vu ce que ça donne dans les dernières saisons. J'ai revu des extraits à l'occasion et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est inventif comme
toi-même. Et pourquoi c'est inventif ? C'est parce que la série ne cesse à chaque épisode, à chaque saison, de changer d'échelle. C'est-à-dire qu'en fait, chaque épisode, chaque nouvelle invention de Rick, c'est un prétexte pour rencontrer soit une nouvelle espèce extraterrestre, soit aller dans une nouvelle galaxie, soit remonter le temps, soit aller dans un univers parallèle. Et en fait, c'est ça la richesse de la série, c'est que ça commence, 3e épisode de la saison 1, en fait, c'est Rick qui a fait un parc d'attractions à l'intérieur d'un SDF, et du coup, tu passes l'épisode qui est juste avant, en fait, c'est des aliens qui ont créé une énorme simulation pour avoir une recette secrète de Rick, etc. Et en fait, tu changes tout le temps d'échelle de dimension, et c'est vraiment super bien, notamment parce que le duo fonctionne très bien, puisque tu as donc un Rick très cynique, misanthrope, très réaliste, totalement borderline sur son comportement. L'acteur aussi. Ah oui, mais qui a été viré. Ah ouais. C'est celui qui doublait Rick et exact. les deux, ils doublaient Rick et Morty. Et à l'inverse, t'as Morty qui est l'ado de 14 ans, totalement perdu, très naïf. Et en fait, cette opposition, elle va beaucoup jouer dans les épisodes. Je pense à un épisode de la saison 2 que j'ai revu un peu pour l'occasion. En fait, Rick vend une arme à un alien pour exécuter donc un autre alien. Et Morty, finalement, va réussir à empêcher ce meurtre en disant que Rick est complice d'un assassinat. Et en fait, l'alien qui va sauver se retrouve que son projet, c'était d'éradiquer toute la galaxie. Donc Morty est obligé de le tuer. Et la conclusion, c'est Rick avait raison. Et c'est souvent comme ça dans un épisode de Rick et Morty. Rick, qui a le pire comportement, se retrouve à avoir raison, parce qu'il est extrêmement réaliste. Et voilà. Et au-delà de ça, tous les personnages qui gravitent autour, c'est-à-dire il a sa sœur, il y a son père et sa mère, vont au fur et à mesure des épisodes se retrouver vraiment impliqués dans la série. Au bout d'un moment, c'est plus vraiment Rick et Morty, c'est Rick, Morty et Summer dans les aventures. Tu vas avoir toujours Jerry, donc le père de Marty, qui est vraiment, c'est un personnage, c'est un peu le quarantenaire raté, qui a pas fait grand-chose de sa vie, qui est extrêmement jaloux de Rick, du coup, qui est l'inventeur, qui a fait plein de choses, et qui va venir faire foirer toutes les missions et rajouter encore plus de catastrophes. Voilà, donc c'est vraiment très drôle, Rick et Morty. Ce qui est drôle, c'est que du coup, ça parodie de base Retour vers le futur, mais après, quand tu regardes tous les épisodes, ça s'amuse à parodier mais tellement de films. Genre, il y a tellement de références, chaque épisode, t'as plein de rêves de films. Un épisode, je sais plus, c'est saison 2, ils arrivent sur une planète, en fait, c'est comme American Nightmare, le film. Ouais, The Purge, ouais. Ouais, The Purge, mais en fait, la planète, c'est The Purge. Du coup, Ok. t'as Rick et Morty qui se retrouvent dans la purge. Et au-delà de ça, ce qui m'avait vraiment marqué dans Rick et Morty, donc ok, c'est très drôle, c'est très irrévérencieux, c'est même trash dans l'humour, un peu un trash que tu pourrais avoir dans South Park, c'est que la série a vraiment un tournant très dramatique, justement avec les personnages, que ce soit Rick ou Bess, ça parle vraiment ça parle de l'adolescence, de la dépression, de ce genre de choses. Et t'as quand même un épisode dans la saison 1, c'est Rick et Morty qui ont tellement fait capoter l'espace-temps qu'ils sont obligés d'aller dans une réalité où eux-mêmes sont morts pour les remplacer. Dans cette réalité-là, ils sont obligés d'enterrer leur propre cadavre dans le jardin. Et ça, c'est pas juste un élément qui est là pour faire marrer ou un peu que ça non, soit parce que ça revient, tragique. en fait, ça va revenir. C'est un moment, il y a un épisode où Summer dit qu'elle en a marre de sa vie, etc. Et il dit, écoute, mon corps est enterré dans le jardin avec le corps de papy. Ouais. Et c'est beaucoup de choses là qui reviennent. C'est comme ça que j'ai découvert Elliot Smith. Parce que t'as un épisode où Rick décide de créer une machine pour redevenir adolescent. Ok. Pour devenir Elliot Smith. En fait, ce qui est génial dans cette série, c'est que ça te balance plein d'éléments. Tu peux dire que c'est juste envoyé comme ça et qu'on les reverra plus jamais. Et en fait, non, ça crée tout un lore et ça revient constamment dessus. D'autant qu'en plus, la série, au fur et à mesure, crée vraiment une continuité dans ces épisodes avec Rick qui est poursuivi par la Fédération Intergalactique. Mais c'est vrai que voilà. c'est génial parce que moi, quand j'ai regardé la série à l'époque, donc j'étais au lycée, comme tu l'as dit, je trouvais ça assez drôle. C'était vraiment l'humour Adult Swim, un peu n'importe quoi, très trash qu'on adorait à l'époque. Et dès que ça se prend au sérieux, moi, c'est ça qui m'a beaucoup marqué. Le tournant, mais je pense que c'est le tournant très, dramatique que prend la série. Et où tu le prends beaucoup plus au sérieux, en fait. Et c'est genre une série pour les enfants aussi ou Non, vraiment du tout. c'est Non, aussi- non, non, Ah non, ouais, adulte. d'accord. C'est Adult Swim. C'est Ok. Adult Swim. Ouais, c'est Adult Swim. Ok. Et après, j'avais arrêté à la saison 4, donc 2019, parce que je trouvais que la saison 4 était vraiment mauvaise. Je trouvais qu'on passait de 3 saisons qui étaient vraiment quasiment excellentes, les 3, à un humour qui n'arrivait plus du tout à se retrouver. C'est-à-dire que c'était que de l'humour trash, mais trash gratuitement. Et en fait, finalement, c'est le concept de Rick et Morty était tellement original, mais qu'ils essaient tellement de forcer dans des trucs toujours plus compliqués sur des réalités, des doublons, que ça en devenait même agaçant. Donc je me suis 3 premières saisons très bonnes, une 4e saison pas ouf, et une 5e saison que j'avais pas vue en entier, donc je peux pas vraiment la juger. Voilà. Et depuis, je crois que la saison 6, pareil, non ? Je ne sais plus. Bah, quand tu vois les notes et les critiques, ça fait que de descendre depuis la saison 3 globalement. Mais... Ok. Et il y a encore des saisons Je en crois production qu'il y a une ou... saison 8 Attendez, qui doit arriver. Ok. Et en plus de ça, ils ont fait un truc qui s'appelle Rick et Morty l'animé, en version manga Ah. de Rick et Morty. C'est Ok. très bizarre, mais ça n'a pas trop marché Pas trop marché, apparemment. Saison 7. Oui, mais il y a une saison 8 de prévue, je C'est crois. ça, Exactement, saison 8 de voilà. prévu. Ok, ça donne grave envie en vrai. Et c'est dispo où ?
Netflix normalement à la base, et j'ai vu qu'il l'avait sur HBO Max aussi. Ok. Je vais te proposer, Adèle, que tu nous parles de ta série maintenant. Alright. Je sais même plus laquelle c'est. Ça s'appelle America's Sweetheart. C'est en gros c'est donc je commence. Vas-y. Ok, donc du coup c'est moi j'ai choisi une série documentaire donc qui est made in Netflix aussi, donc on fait la promotion de Netflix pour cet épisode. Et du coup ça parle c'est en 7 épisodes et ça parle de cette équipe qui est donc une équipe de cheerleaders aux États-Unis et qui est une des équipes les plus réputées du pays et donc du monde, donc qui est basée à Dallas. Cette série, je l'ai trouvée géniale parce qu'en fait, elle va s'intéresser à cette figure de la cheerleader qu'on a tout en tête, blonde, un peu superficielle et qui est là sur le bord du terrain pour soutenir les équipes de foot masculines. Et là, en fait, on plonge dans cet univers et on le découvre d'une façon qui est assez inédite. En fait, on voit que c'est un monde hyper sélectif où c'est des danseuses qui sont extrêmement douées, qui vont passer toute une série de sélections pour essayer de parvenir dans cette équipe très prestigieuse et très connue. Et en fait, on plonge dans cet univers qui est cruel envers ces jeunes femmes parce que en fait c'est pour passer ces épreuves et être sélectionnées in fine, elles doivent correspondre à des critères de beauté qui sont extrêmement difficiles à tenir, donc elles sont souvent blondes, grandes et elles doivent pas dépasser un certain poids. Une fois qu'elles ont leur uniforme, il est en taille unique, donc ils peuvent plus la changer, donc du coup elles peuvent pas prendre genre 1 kilo, même un demi-kilo. Et en fait c'est un peu la vitrine du football américain. Elles s'épuisent à faire ces entraînements. On les voit en fait dans leurs entraînements, dans leurs matchs, etc. Malgré le fait que ce soit des athlètes, elles sont sous-payées, elles sont payées comme si elles travaillaient dans un fast-food. Et pourtant en plus on voit tous les problèmes de santé qu'elles endurent ensuite parce que elles font des grands écarts dans les airs et elles rebondissent par terre et donc du coup ça leur casse les hanches et en fait c'est vraiment fascinant parce que on plonge dans ce monde et à la fois ça pourrait être le réalisateur c'est quelqu'un qui a l'habitude de filmer ce milieu-là puisqu'il avait fait aussi une série qui était très populaire sur Netflix qui s'appelait Cheer et qui là parlait des cheerleaders mais qui était pas des cheerleaders sur le terrain mais qui vraiment faisaient des compétitions athlétiques et c'est vraiment une discipline à part entière. Et donc lui, il a l'habitude de filmer ce milieu-là et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas du tout de male gaze alors que ça aurait pu être le cas puisqu'on filme ces danseuses qui sont incroyables, etc. Et il va plutôt avoir ce regard intimiste sur elles et un regard qui à la fois montre à quel point elles sont fortes dans leur domaine, mais aussi à quel point elles subissent une pression vraiment importante. Ce qui est trop cool avec cette série, c'est un peu d'aller prendre le contre-pied de cette figure qu'on connaît tous, la cheerleader un peu savelée, populaire du lycée, et en fait là on montre que c'est des jeunes femmes hyper déterminées, qui sont passionnées par leur sport et qui pourtant aussi subissent beaucoup de difficultés dans leur quotidien, quoi. Et ça prouve tout le génie de Netflix pour les séries documentaires qui ont révolutionné le genre et je trouve que c'est vraiment un bon exemple. C'est vrai que les séries documentaires, il y en a beaucoup produites par Netflix, mais on n'en entend pas trop parler. Voilà, il y a une période quand même vraiment où c'était que ça. La seule que j'ai vraiment entendu parler, c'était Don't Fuck With Cats. Ouais, elle est incroyable. Ah oui, faut que je la regarde. Ça m'a traumatisé. Sinon, tu parles de cette série, j'ai l'impression que tu parlais un peu de The Last Showgirl. Ouais, moi je l'ai pas vu The Last Showgirl, mais oui, c'est un peu dans cette veine. Mais en fait, ce qui est intéressant aussi dans cette série, c'est que c'est une série documentaire, mais c'est qu'en fait, elle prend vraiment les codes de la fiction pour raconter. Ça, c'est vraiment un talent de Netflix qui va prendre le documentaire, le genre documentaire, et en fait instaurer vraiment les codes de narration de la fiction avec des cliffhangers, avec des personnages très précis qui vont avoir une histoire forte et autour d'eux vont graviter d'autres personnages secondaires, quitte parfois à caricaturer. Mais ce que je trouve bien, c'est que là, c'est pas caricatural, même quand il y a la coach qui est
tyrannique, sans pitié. En fait, tu vois aussi ces aspects où elle tient énormément aux filles qu'elle entraîne, malgré sa dureté avec elle. Enfin, c'est ça qui est bien. Enfin, là, je trouve qu'ils ont bien réussi à prendre les codes de la fiction tout en dénaturant pas vraiment la matière qui est le réel et l'histoire et le témoignage de ces filles, quoi. De toute façon, opposer documentaire et fiction, on sait très bien que c'est un peu bête, quoi, parce que techniquement, prendre une caméra, choisir un angle et vouloir raconter quelque chose, c'est un peu fictionnaliser des images vraies, donc... Il y a le cinéma des Lumières, le cinéma de Méliès, la fiction, part le documentaire. Ouais, mais tu vois, c'est complètement différent, les documentaires Netflix. Ah oui. Et par exemple, les documentaires Arte ou France Télé. Et en fait, c'est des codes que... Enfin, c'est pour ça que ça marche si bien pour Netflix, le documentaire, quand ils s'y prêtent, comparé aux autres chaînes. C'est parce qu'ils ont réussi à introduire une nouvelle forme de narration, quoi. Alors je prends quand même ton petit truc. J'en profite pour parler vraiment d'une petite info très, très légère. En vrai, Arte propose quand même des bons trucs. Moi, je pense surtout à Guillaume Braque, le réalisateur, dont le documentaire vient de sortir il y a quelques jours. Ce n'est qu'un au revoir, et qui est donc une production Arte en général. Donc, non mais voilà, mais t'as raison effectivement qu'on a le cliché du documentaire Arte animalier. Il n'y a pas vraiment de vision, et ensuite un documentaire sur Netflix, ce sera beaucoup plus fictionnalisé parce que c'est Netflix. Ouais. Mais même, tu vois, dans la série documentaire, par exemple, il y en a une dont on a entendu beaucoup parler qui était sur DJ Mehdi. Je sais pas si vous en avez entendu parler. Pas du tout. C'est genre une série qui a fait énormément de bruit ces derniers mois, qui a été produite par Arte. Vous connaissez DJ Mehdi ou pas ? Pas du tout. C'est DJ Mehdi, les gars. Non, je sais pas, ça me dit quelque chose. Vous voyez pas qui c'est ? Ok, en fait, c'est genre une figure hyper importante du rap à l'époque de 113. Et c'est lui qui était le producteur de ce groupe à la base et qui faisait toutes les prods, etc. C'était une sorte d'autodidacte. Bref, donc du coup, c'est une série sur lui et en fait, il est décédé à 32 ans. Il y a des archives, inédites. Et en fait, ça a vraiment lancé dans le monde du documentaire toute cette nouvelle vague où genre France Télé, Arte, ils veulent produire maintenant plus que des séries documentaires tellement cette série elle a été marquante et elle est incroyable. Bref, désolée, j'ai fait une grosse digression. Redis le nom juste de ta série de Arte. Ça s'appelle DJ Mehdi. DJ Mehdi. Et c'est en 4 épisodes. Ok, maintenant il reste plus que la série de Jérém et la mienne. Alors la mienne a une dimension documentaire. Et celle de Jérém a American aussi dans le titre. C'est vrai. Okay. Donc, quelle transition choisir ? Je ne sais pas. Tu veux parler de la série de la tienne ou je finis par la mienne ? Vas-y, je veux bien commencer. Eh ben, vas-y. Moi, je vais vous parler d'American Horror Story, qui est une série qui existe depuis maintenant une bonne dizaine d'années, parce que là, on est à la saison 12. Oh, c'est trop. Attends. Je me suis arrêté à la 3, moi. Il y a un spin-off en plus. Plus un spin-off, American Horror Stories. Donc, pour vous, le principe de American Horror Story, c'est une série anthologique, donc une saison, une histoire. Et American Horror Stories, du coup, c'est un épisode, une histoire. Voilà, mais bon, je vais me concentrer sur Story, qui est une série qui traite de folklore d'horreur sous toutes ses formes. Donc la première saison, c'est une maison hantée. La deuxième saison, c'est un asile psychiatrique. La saison 4, c'est par rapport aux artistes de cirque, un peu les freaks. Enfin voilà, quoi. Toutes sortes de thèmes. Pour moi, il y a vraiment la série, elle est divisée en deux pour moi. Il y a une partie jusqu'à la saison 8-9, je dirais, qui m'intéresse vachement plus. Et après la saison, à partir de la saison 10, je trouve que ça commence quand même vachement à baisser en qualité. Je vais plutôt me concentrer sur la première partie de la série. Pourquoi j'ai trouvé ça génial ? Parce que je pense que l'horreur de base, c'est un genre qui m'attrait beaucoup. Et de le voir traité sous forme de série, je m'y attendais pas. Et pour vous dire à quel point j'étais dedans, je crois que la première saison, je l'ai maté en même pas 24 heures. Je trouvais que pas les thèmes, mais la façon dont c'était montré et les cliffhangers qui étaient à la fin de chaque épisode me prenaient totalement. C'est pour ça que j'ai ensuite continué à regarder la saison 2, la saison 3, etc. Et par la suite, une fois que j'étais arrivé au bout de ce que je devais rattraper, à attendre chaque saison. Selon les saisons, j'accrochais plus ou moins. Je t'avoue que même sur les premières saisons, je suis moins fan de la 3 par exemple. La 3, elle est souvent moins aimée. Voilà, je suis moins fan de la 3. Je suis pas trop fan de la 7 non plus. Voilà. Tout ça, en fait, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que la saison 8, c'est un peu la tour sombre de la série. Donc, il y a tout plein d'éléments des 7 premières saisons qui reviennent. Et j'ai trouvé ça super intéressant de dire, vas-y, on a développé un univers tellement vaste qu'on va pouvoir s'amuser sur toute une saison à les mélanger, etc. Je trouve que
ça va pas assez loin dans le concept, et c'est pour ça que pour moi la saison 8 c'est peut-être la dernière saison, enfin la première saison où j'étais vraiment déçu, et après ça a été que de déception en déception. Petit aparté saison 9, j'avoue que j'étais un peu plus fan parce que ça se traite du sous-genre du slasher, et je pense que Fred t'adorerais cette saison parce que vraiment je trouve que ça caricature bien le slasher, mais un peu comme toutes les saisons, hein. Toutes les saisons sont faites en sorte de caricaturer un peu le genre. La série utilise très bien aussi également l'emploi de d'acteurs à faire plusieurs personnages selon les saisons, qui parfois même se rencontrent du coup même dans la saison 8, et ça développe toutes les thématiques de Ryan Murphy qu'il a déjà développées dans d'autres saisons, donc c'est très gore, c'est très... il y a beaucoup de sexualité qui est impliquée, il y a beaucoup de... c'est grivois, voilà. Ah oui, parce que je viens de me souvenir de la saison 3, le pouvoir du personnage principal, c'est qu'elle tue les gens en leur faisant l'amour. En les touchant, je crois même, ne serait-ce que les toucher. Ah ouais. Et elle le découvre justement en voulant... C'est toi qui Non, parce que elle assassinait quelqu'un en lui faisant l'amour, voilà, littéralement. Elle découvre ça en voulant faire l'amour avec un gars, oui. Il y a un gars, il est alité à l'hôpital, il peut pas bouger, et elle décide de lui faire l'amour et ça le tue. C'est cool en vrai. Enfin, je veux dire, mourir comme ça. Oui. Mais pour revenir très rapidement sur le référentiel, c'est vrai qu'en soi, le cinéma d'horreur est un genre très référentiel qui fait que se référencer lui-même. Donc c'est normal qu'effectivement American Horror Story ce soit le cas. Ouais, mais ça caricature bien en général, c'est un bon pastiche, on va dire, même si c'est pas trop le terme, je pense, ça se veut pas comique, mais c'est un très bon pastiche de ce que veut faire chaque sous-genre. Et donc, pour évoquer la deuxième partie de la série, donc à partir de la saison 10, que je trouve vraiment moins bonne, déjà la saison 10, ils étaient en mode, vous savez quoi, on va faire 2 saisons en une. Donc, t'as une première partie de la saison qui est sur une histoire, et une deuxième partie de la saison sur une autre. Et je pensais qu'il allait y avoir une connexion entre les deux, qu'ils allaient profiter de ce truc-là pour faire une connexion entre les deux, bah absolument pas. Donc t'as un peu la saison qui est un peu divisée en deux de manière un peu bâtarde, et tu te dis ah bon bah voilà, ok, il y a 2 saisons différentes dans une seule, bah autant faire 2 saisons différentes avec le même thème. Et ensuite t'as la saison 11 qui s'appelle New York, et que j'avais trouvé intéressante sur le papier, puisque je me suis dit tiens, ça me fait vachement penser à Cruising de Friedkin. Je sais pas si vous avez vu le film avec Al Pacino. Voilà, avec Al Pacino. Donc ce côté un peu New York des années 80, gay, SM, tout ça. Et ça va pas plus loin en fait, pareil, ça part sur tu cherches le coupable, enfin un truc assez classique quoi. Et, Après le défaut un peu d'American Horror Story, c'est de s'emprisonner dans son esthétique, genre ça. de faire beaucoup justement, comme tu disais, d'explorer des stéréotypes, des clichés, d'en ressortir souvent, mais après d'être prisonnier de ce qu'eux-mêmes proposent. Et donc c'est pour ça que je pense que la série s'essouffle de fou, parce que ça se renouvelle pas du tout en fait. Mais d'où du coup l'American Horror Stories, qui effectivement revient un peu ce délire. Je pense que la comparaison est pas très bonne, mais je pensais à Chair de poule ou les Contes de la crypte. C'est qu'en fait on revient sur une petite histoire dans un épisode, et là on peut, je pense, plus s'amuser plutôt que de tenir un concept sur une saison. Mais as-tu vu American Horror Stories? Non. C'est nul à chier, la plupart des épisodes sont pourris. Moi on m'a vendu un épisode sur les backrooms. Pareil. Ah bah apparemment c'est nul. Parce que tu prends par exemple la saison 2 c'est un hôpital psychiatrique. Donc tu retrouves un peu tous les stéréotypes de l'hôpital psychiatrique, avec les fous, avec le docteur psychopathe qui est en fait un ancien médecin SS des camps de concentration. Mais à partir de là, il va aussi y avoir des aliens qui vont se rajouter. On part d'un truc ultra cliché, ça arrive ultra en dévié, mais quand tu arrives au dernier épisode de la saison 2, quand il faut finir tout ça en un seul épisode, c'était souvent brouillon, je trouve, American Horror Story. Moi, les fins de saison, ça me décevait tellement, c'est pour ça que j'ai pas poussé. La saison 12, pour moi, c'est la quintessence de ça. C'est vraiment la série s'enferme au maximum dans ses travers. La saison 12 qui s'appelle Delicate. Ça veut traiter du sujet, pareil, du vampirisme dans le Star System, etc. Bon, franchement, j'ai regardé les épisodes chaque semaine, je me suis dit, allez, potentiellement cette semaine, ça va être intéressant, ça va être bien, mais non. Moi, je trouve ça beau, tu vois, la persévérance que t'as dans un truc qui, ça fait déjà des années que c'est de la merde, mais bon. Tu dis ça, mais bon, After, vous deux... C'est vrai. Ça, c'était du sadomasochisme pleinement assumé. Ça, c'est ce que tu penses. Moi, j'estime que quand même, la saison 7, la saison 8... Non, je repars sur American Horror Story quand même. Tu merci. Je pense que quand même, la saison 7, saison 8, j'ai apprécié, même si je disais que la 8, j'étais déçu. Toutes ces saisons-là, je les apprécie quand même un minimum. C'est vraiment à partir de la saison 10 que j'ai vraiment commencé à... J'espère ne pas hate-watcher cette série, parce que ça me ferait vraiment du mal, parce que je l'apprécie énormément pour ce qu'elle m'a fait découvrir, même en termes d'acteurs, parce que le nombre de révélations qu'il y a eu dans cette série également. Evan Peters. Voilà, je pensais notamment à Evan Peters. Donc voilà, ça me ferait chier, franchement, il faut le dire, que je finisse par hate-watcher cette série, parce que il y a encore 2 ou 3 saisons d'annoncées. Je sais pas quels seront les thèmes, mais va falloir se renouveler un peu là. Il faudrait d'autres séries d'horreur sur Netflix. Moi, j'en ai pas vu beaucoup, mais j'avais pensé à Hill House. C'est quoi déjà le nom? The Haunting of Hill House. Ah ouais, je l'ai vu. Incroyable, j'avais adoré, ça m'avait vraiment fait peur pour le coup. Pas vu.
incroyable. Mais Flanagan, après, il a fait Dr. Sleep, Ah. et je trouvais ça incroyable. Et c'était vraiment cool, Dr. Sleep. C'est incroyable. Pourquoi tu rigoles, toi? Mais c'est drôle, non? Le mot Dr. Sleep. Non. Non, mais Sleep. c'est du Stephen King. Ah, ok, mais C'est la suite de c'est Shining. Dr. Sleep. Yeah. Dr. Ok, Sleep, non, parce que Dr. yeah. Sleep en français ça fait autre chose, non? C'est pour ça que je me suis en mode. Fallait mettre l'accent. J'ai un tilté, putain. Dr. Sleep. Bref, désolé, je suis mature. Bon. Non, c'est une bonne vanne. Est-ce que t'en as fini avec AHS? Oui, bah je suis HS maintenant. Oui, très drôle. C'est pas mal. Bah maintenant, j'arrive à ma série à moi. Je vais essayer de faire plus court. T'as que 2 vous. minutes. Ouais, parce que là, putain, vous avez débordé pendant. Surtout que moi, ma série, genre, en vrai, c'est une série de dingue. Parce que Ouais, trop bien. Vous avez vu The Wire Non. Non. sur écoute en français. Mais Meilleure tout, série. J'adore briser les rêves d'Owen. tout le monde dit The Wire. Ouais. Alors en fait, The Wire, Wire. de base, c'est une série de David Simon qui est un journaliste. Et en fait, cette série, elle vient tout d'abord d'un livre documentaire où en fait David Simon a suivi toute une année une brigade anti-drogue dans la ville de Baltimore et il s'est dit putain, Baltimore c'est super dense comme ville, c'est super dense comme contexte social politique et donc je vais en faire une série. Et donc le projet de The Wire en fait c'est chaque saison développe un fait social de la ville de Baltimore. C'est-à-dire que la saison 1 te parle du trafic de drogue, la 2 de la corruption dans les docks, la 3 c'est les statistiques policières, la 4 c'est l'éducation et la 5 c'est la presse. Et donc en fait c'est pas tant une série de fiction que une série semi-documentaire, c'est-à-dire que tu suis des personnages de fiction qui gravitent dans la ville de Baltimore avec des enjeux de fiction, mais tout ce qui t'est raconté est inspiré de faits vrais et de véritables choses qui se passent en fait dans la ville. Et donc tu en ressors non seulement avec un point de vue très global sur la ville de Baltimore, mais en même temps bah, t'as vraiment l'impression d'avoir vu une série documentaire. C'est une série donc qui en plus a été étudiée ensuite dans les écoles et dans les universités parisiennes, non, dans les universités américaines, tellement en fait ce qui a été développé et montré dans la série est extrêmement véridique et vrai. Et le traitement supplémentaire et qui donne toute la saveur à la série, c'est qu'il n'y a aucun manichéisme dans la série. C'est-à-dire que la saison 1, tu suis ce qui est une brigade anti-drogue qui pourchasse un trafiquant de drogue, et tu pourrais te dire que c'est une série avec des méchants et des gentils. En fait, il n'y a pas du tout. Il te dit jamais que les flics sont les bons et les bandits sont les méchants. Il y a vraiment une vision totale, globale. Et donc, un personnage, par exemple, qui est décrit comme quelqu'un de bien, va faire des sales atrocités dans une saison suivante. Et même, il n'y a pas de personnage principal. C'est-à-dire que le personnage qui te sert un peu de référent dans la saison 1, qui est McNulty, il apparaît dans une scène dans la saison 4, qui est génial, McNulty. Il est à crever de rire, tu vois. Donc, tu peux retrouver des personnages, par exemple, qui vont avoir beaucoup d'importance dans la saison 1, comme Idris Elba, qui reviendra dans la saison 3, mais que tu verras pas dans la saison 2. C'est pas la série qu'il a révélée d'ailleurs. Exactement. Si, si, si. Ça lui a aussi fait révéler Michael B. Jordan. Oh. Mais non. Tu vas voir Michael B. Jordan enfant dans The Wire. Ouais. Wow. Et il est incroyable dans la série. Qu'est-ce que j'ai noté de plus? Ouais, bah, c'est une grande série chorale, hein, donc c'est très dense. Et je trouve qu'en fait, c'est tout ce que Game of Thrones, peine un peu à faire. Alors, C'est marrant que tu Wow. compares ces deux Ouais, de séries ouf. parce que vraiment. bah, elles ces deux sont- séries HBO, c'est deux séries qui sont souvent référées comme les plus grandes séries de tous Oui. les temps. Et ces deux séries qui sont des séries chorales avec énormément de personnages, avec une vue plutôt globale sur un univers. Alors Game of Thrones, ça a beaucoup de qualités que n'a pas The Wire. Hein. C'est une production design qui est assez impressionnante. Mais le fait que Game of Thrones se situe dans un univers de fiction, ça suffit juste à dire ouais, bah, c'est un monde impitoyable et les humains sont pas gentils. Alors que The Wire a une vue beaucoup plus ancrée dans la réalité, beaucoup plus dense aussi. Et franchement, genre, c'est pas forcément la série la plus palpitante que vous allez regarder de votre vie. Hein. Des fois, vous allez trouver le temps long devant The Wire. Mais qu'est-ce que c'est dense! Vous avez jamais vu ça ailleurs. Franchement, je vous dis que c'est une de mes séries préférées, mais c'est pas non plus la série qui m'a le plus pris en matière de suspense, en matière d'enjeu. Mais c'est tellement incroyable, c'est tellement fort en matière de procédé. T'as beaucoup de documentation en gros. Tu Ouais. ressens le truc et tu te plonges dedans à fond. Voilà, chef-d'œuvre, absolu. Comment il s'appelle? Simmons. David Simon. David Simmons, il avait fait We Hunt This City aussi. il me Ouais. semble. Ouais. J'avais commencé un peu. Voilà, qui est un peu dans le même concept. Ouais, finalement, alors- Mais elle est moins forte, elle est beaucoup moins. Mais sinon, il a fait Trémé, qui est exactement le C'est même. en procédé. Nouvelle-Orléans, je crois. c'est ça, Exactement, qui est exactement le même procédé, même façon de traiter les personnages, la mise en scène, mais qui se passe à la Nouvelle-Orléans après l'ouragan Katrina. Et si vous aimez le jazz, c'est trop bien. Ouais, ça avait l'air incroyable. vraiment bien. Très, ouais. Juste pour ajouter à The Wire, juste la question qui a fait que ça a été un tel phénomène aux États-Unis, c'est que jamais les ghettos afro-américains n'ont jamais été aussi bien traités que dans The Wire et aussi bien documentés, où en fait t'as vraiment
une immersion dans les ghettos noirs des États-Unis, mais qui est complètement dingue en fait, parce que tu vois la vie au quotidien, et même pas seulement sous l'angle de la drogue et de la violence, etc., mais c'est vraiment comment on vit dans ces territoires où la question raciale, elle est omniprésente. C'est ça qui a fait que ça a été un tel choc pour les Américains, c'est que d'un coup, c'est tout ce pan de la société qui a été suivi et à qui de certaine façon on rend hommage et aussi on lui... Puis il y a des échelles aussi qui sont étudiées, c'est-à-dire qu'on suit par exemple un SDF, je crois qu'il s'appelle Snoots. Ouais, c'est ça. Snoots qui est ultra attachant, tu vois, tu le suis vraiment durant toute la série, comment il essaie de s'extirper de la drogue, du fait d'être sans abri, du fait de ne pas être accueilli par sa sœur. Et dans la scène suivante, tu vas voir le maire qui est incarné par Aidan Gillen, qui est Littlefinger dans Game of Thrones, qui est un jeune blanc très ambitieux qui veut devenir le maire de Baltimore. Et en fait, historiquement, depuis 30 ans, tous les maires de Baltimore sont blacks. Et donc t'as vraiment cette échelle-là aussi où vraiment tu passes des enjeux très très importants à Baltimore quand même, à vraiment juste des vies misérables de personnes qui essaient de s'en sortir comme ils peuvent. Et ce qui est marrant aussi, c'est que même si ça reprend toute l'esthétique du documentaire dans la façon dont c'est filmé et même la façon dont ça a été... l'intrigue est pensée, il y a aussi des codes de genre qui peuvent paraître incongrus, mais par exemple dans le western avec la figure d'un personnage, Omar. Ah ouais, Omar. Ce personnage, c'est un personnage hyper marquant, qui est hyper charismatique et qui est un peu l'incarnation de la virilité, mais il est gay. Ouais. Et donc du coup, il y a ce côté-là où c'est la question d'être gay tout en étant le gangsta de service. En fait, ça fait qu'il y a cette, pour le coup, dichotomie qui se crée. Et en même temps, lui, quand il arrive, il siffle et il a un gun et en fait, on dirait qu'on se croirait dans un western, mais en fait, dans les quartiers noirs de Baltimore. Et c'est ça qui est génial dans cette série, c'est qu'elle mêle des genres et des registres, mais tout en étant complètement réaliste, quoi. Et puis Omar, au début, tu peux légitimement trouver que c'est une sale merde, et petit à petit, tu vas l'adorer, tu vois. Et d'ailleurs, Omar, pour l'anecdote, c'est le personnage de fiction préféré... Barack Obama. Barack Obama. Et Barack Obama est giga fan de The Wire, et Barack Obama, il a fait des interviews de David Simon, et ils ont parlé ensemble, juste du cas social de Baltimore, quoi. Voilà. Mais ça a été un phénomène de dingue aux États-Unis. Et pourtant, la série n'a pas du tout marché au niveau des chiffres, elle n'a jamais été récompensée. C'est vraiment sur le tard que les gens se sont dit, mais en fait, The Wire, c'est incroyable. Je regarde The Wire ce soir. Parce que quand tu vois dans les sites ou les tops des meilleures séries, The Wire, c'est toujours au moins top 3 même. Voilà, et le générique il change en plus à chaque saison. Au début, c'est du rap, et à un moment, ça va être de la soul, et à un moment, ça va être du rock, et à un moment, ça va être de l'électro. Et genre, c'est le même thème, traité de la manière différente, comme si Baltimore va être traité d'une manière différente dans cette saison. C'est un bon Joker, ça. C'est une des meilleures séries du monde. C'est un chef-d'œuvre. Parler des changements de générique de saison, ça pourrait être un bon sujet. Ouais, bref, je me calme sur The Wire, mais c'est chef-d'œuvre. Joker. Tu peux pas faire une petite transition Non, parce qu'on n'a plus que le Joker à faire, tu vois, c'est même pas comme s'il y avait une deuxième partie. Mais le Joker va conclure parfaitement cet épisode. En plus, vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous alliez me voler mon Joker pendant le plein milieu de l'émission. Mais en fait, vous avez fait une super introduction. En fait, du coup, on a fait un épisode spécial série. On a beaucoup parlé de Netflix. Et ce qui m'a inspiré le thème qu'on va aborder, c'était Netflix notamment. Et je voulais surtout pas parler directement de votre rapport aux plateformes, mais surtout de penser à l'avenir des plateformes de streaming. Pourquoi je pense à ça ? Parce que moi, notamment, je m'occupe dans mon travail à côté de DCP de louer des DVD. Ça se fait encore. Et donc, le DVD est totalement de plus en plus résilié, minoritaire face aux plateformes de streaming. Et quand bien même le support physique de manière générale. Et je me suis demandé, est-ce que c'était vraiment les plateformes de streaming qui allaient donc être l'avenir des séries ou du cinéma ? Et en fait, c'était surtout en regardant Netflix que je me suis dit que, ça c'est mon avis, vous me donnerez le vôtre, que ça allait pas du tout être le cas. Pourquoi ? Parce que déjà, si on regarde Netflix, ça a fait se casser la gueule en 2022 quand même. Genre, les chiffres étaient vraiment pas bons, et depuis qu'ils ont fait leur nouvelle formule avec l'abonnement, avec pub, ça va mieux. Et c'est pour ça que je dis que vous m'avez fait une superbe introduction. Comme vous l'avez dit, en fait, Netflix, c'est plus du tout une plateforme de séries et de films, c'est une plateforme de documentaires. C'est une grosse plateforme de séries documentaires. Si tu regardes là, les dernières séries qui marchent, ils ont la série documentaire sur Bertrand Cantin qui vient de sortir. C'est la seule, on va dire, série fictionnelle, c'est Adolescence. C'est une série
très ancré dans le documentaire. Et sinon, à côté, aux États-Unis, ils ont signé le catch. Et c'est un truc énorme aux États-Unis. Et en plus du catch, ils ont aussi les retransmissions de boxe et de sport de plus en plus. Même le tennis, il va y avoir un documentaire sur Carlos Alcaraz. Du coup, globalement, Netflix, ça se spécialise dans le documentaire et dans le sport. Donc, pour l'avenir des films et des séries, ce sera pas sur Netflix. Et moi, mon avis est qu'il y a tellement de concurrence sur le marché des séries entre Amazon, Apple, Netflix. L'offre est tellement grande, les abonnements deviennent tellement chers que je vois pas comment ça pourrait se pérenniser à long terme. D'autant que je me suis toujours dit, et là après je suis vraiment, j'ai pas de chiffres, rien du tout, mais Amazon ou Apple, ils ont d'autres business à côté, c'est-à-dire qu'ils se sont incurvés dans les séries parce que ça a été le gros marché du moment, mais demain Amazon il ferme Amazon Prime, Apple il ferme Apple TV, ils ont de quoi faire tourner largement leur entreprise. Mais tu vois, tu dis que Netflix va se spécialiser dans le documentaire de sport, mais peut-être pas la retransmission de sport, parce que ça c'est un média qui existe déjà bien fort, quoi. Ah mais donc la question c'est sur quel type de médium et de contenu qu'on ne fait pas ailleurs ils vont pouvoir capitaliser, tu vois. Je pense que Netflix va capitaliser sur le sport de plus en plus, qui signe de plus en plus de contrats pour faire de la retransmission sportive. J'avais entendu parler d'une retransmission en live, pardon, je te coupe. Il y a eu une retransmission en live sur Netflix. T'avais le combat de boxe entre Tyson et Jake Paul, par exemple. Mais ils font eux-mêmes leurs propres événements. Par exemple, ils avaient fait un match d'exhibition entre Nadal et Alcaraz. C'était sur le Netflix Slam. Pareil avec Jack Paul et Tyson. T'allais dire, Adèle ? Non, je vais juste dire qu'ils font aussi la série qui marche hyper bien sur la F1. Ouais. Je voulais en parler tout à l'heure quand t'as évoqué, parce que je me disais que oui, c'est exactement, t'as super bien décrit en fait ce qu'était le documentaire Netflix. Même en fait, c'est pas que dans le côté fictionnel, ouais. Même dans le côté fictionnel, mais j'ai dit putain, mais c'est totalement ça, elle a totalement raison. En fait, t'as les pilotes derrière, t'as les directeurs d'écurie, t'as leurs agents, etc. Mais c'est vraiment ça en fait. Et juste pour te dire, Apple est totalement déficitaire sur ses productions. Sur les productions d'Apple. Donc, voilà. La plateforme Apple TV+ aux États-Unis, elle est déficitaire de fou. Il y a tellement qu'il y a des blagues dessus où les gens disent mais Apple TV c'est quoi Séverance je connais pas. Tu vois, et en fait, ça prouve une chose, c'est que les stratégies qui ont été, mais que ce soit de Netflix à Apple TV, de prendre des réalisateurs, Apple TV récemment, Martin Scorsese avec Killers of the Flower Moon ou Napoléon avec Ridley Scott, ça fonctionne pas plus. Là ça c'était pour de la diffusion cinéma, excuse-moi Fred, mais ça c'était pour de la diffusion cinéma, donc du coup c'est autre chose. Ils voulaient vraiment diffuser leurs films, ils ont mis l'argent, mais ils voulaient vraiment que leurs films soient diffusés en salle. En ce moment, t'as une série avec Seth Rogen qui parle en gros d'un patron de studio américain, et dedans t'as des caméos, enfin t'as tout un épisode où t'as Scorsese en fait. Donc je pense qu'ils peu à peu ils essayent quand même d'inviter les gens, et c'est vrai que Scorsese ça peut être un poids quand même pour gens d'Apple TV. Moi je suis dans la team, je suis dans la team Apple TV. Non mais Apple TV c'est peut-être la... Mais heureusement qu'ils ont Séverance pour exister quoi. Mais c'est vraiment ce qui a pas trop marché saison 1 et saison 2 qui explose. C'est ça, mais Apple TV, je trouve que c'est la plateforme la plus intéressante dans le terme de ce qu'elle veut proposer. C'était The Bear aussi, non ? Non, c'est FX, donc okay. Disney Plus en France. Sur Disney. Ah oui, c'est Disney, ok. Mais quand tu vois The Studio, quand tu vois les films qu'ils veulent proposer, surtout au niveau des films, je trouve pas tant au niveau des séries, mais au niveau des films, je pense qu'ils ont beaucoup d'ambition Apple TV. Contrairement à Netflix qui se complaît surtout sur leurs films dans un système un peu de gros blockbusters qui ont l'air éclaté franchement. Le truc là avec Chris Pratt là, Electric State, j'ai pas compris, tu vois, mais genre les trucs comme Red Notice voilà, c'est la formule, c'est ça, c'est la formule Netflix. Il y a très peu pour moi de films Netflix originaux qui fonctionnent très bien, alors que des films Apple TV entre guillemets qui sont originaux même s'ils ont été diffusés en salle, Killers of the Flower Moon, excuse-moi, ça a une autre gueule que Electric State J'ai l'impression qu'Apple TV, leur technique ça va être faire des séries avec des stars de cinéma. Non, c'est pas ça plutôt, comme il y a Scorsese, j'ai vu qu'il y avait une série avec Jake Gyllenhaal ou plein de trucs en fait. Ils ont fait il y a Sam Mendes qui a fait sa série aussi, The Franchise, sur Apple TV+. Et j'ai l'impression que leur technique c'est de prendre des grands réalisateurs, des grands acteurs pour que les gens se disent c'est du cinéma, on va aller sur Apple. Il y a Quaron aussi, je crois. Après il y avait 10 ans Netflix, ils ont engagé David Fincher pour faire House of Cards. Mais après la facilité que peuvent avoir Apple TV ou Amazon, c'est que l'argent il peut venir des entreprises ultérieures. Netflix ils ont que les films directement qui leur apportent de l'argent, donc ils peuvent pas se permettre de se rater. C'est vrai que quand ils font une série, que la série coûte cher et qu'en plus la série fait pas ses vues, qu'ils sont obligés de l'annuler, Netflix, le nombre de séries qu'ils ont annulées, je pense qu'on pourrait en faire une liste sacrément grande. Donc, c'était le plus terrible. Du coup, je pense que c'est beaucoup plus simple pour eux d'aller faire du documentaire qui va fonctionner et qui est globalement de qualité en plus. Donc, mais même il y a des séries documentaires de Netflix, genre il y avait la série documentaire sur le tennis qui au bout de 2 saisons c'était terminé quoi. En fait le truc avec les séries documentaires Netflix, c'est que ça marche hyper bien. Par exemple sur le True Crime, ils ont développé toute une nouvelle branche du genre documentaire dans la narration
des true crime, comme on dit, voilà, des faits divers. Et mais pour travailler dans l'univers du documentaire, ce qui est intéressant, c'est que là encore, ils ont beaucoup utilisé une certaine formule dans la fabrication de la série du fait divers, où ils vont vraiment reprendre un peu les mêmes mécanismes de narration avec une atmosphère glauque, une immersion dans un village avec des témoignages face cam inédits. Et en fait, ça commence à s'essouffler un peu. Et donc du coup, les boîtes de prod, alors même qu'elles sont enfin en train de comprendre comment fonctionne Netflix, et en fait Netflix veut autre chose, et c'est compliqué de s'adapter et de renouveler toutes des codes de narration. Malgré tout, ça reste des sortes de fabrications, des fabrications qui sont quand même avec des ficelles qu'ils aiment bien réutiliser, et donc, du coup, ça reste dans aussi un certain formatage, même s'ils essayent de s'en défaire, et c'est pas forcément facile de suivre, du coup, quand tu es dans la production de ces séries, quoi. Comment rebondir? J'ai écrit un blanc, pardon. Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter, c'est passionnant, et en vrai, les séries, c'est pas la première fois que... c'est la première fois qu'on parle de séries, et j'ai souvent eu des gens dans les commentaires ou qui venaient me demander, genre... parler quand de séries dans DCP, je t'en mode. Mais ça me choque, vous ayez jamais parlé de séries. On a souvent beaucoup parlé des films de l'actualité, c'est pour ça. Oui. Et on était un peu bloqué là-dessus. Si je veux revenir un petit peu sur quand même le Joker de Julien vite fait, je trouve que c'est pas pérenne dans le sens où Netflix peut totalement décider de supprimer un de leurs contenus original sans aucune prévention ni quoi que ce soit. Donc, il y a un vrai problème sur la question des archives avec les plateformes de streaming pour le coup. C'est vraiment... Tu peux avoir adoré une série, mais Netflix dit ça prend trop de place dans nos trucs, allez, ça dégage. Tu vois, et je trouve que c'est bien le support physique pour ça. Alors bien sûr, le support physique a des défauts. Bien sûr, c'est pas immuable le support physique, mais il y a quand même beaucoup de défauts aussi au service de streaming. Notamment, c'est les entreprises qui décident. Ils veulent plus que ce soit disponible, ils le font. Dernière solution. Bon, le téléchargement, on en a beaucoup parlé, mais c'est peut-être le moyen le plus simple, j'ai envie de dire, pour que un programme, une série, un film, quoi que ce soit, ne soit jamais perdu. Je te laisse conclure ton propre Joker. Oui, écoute, c'est très bien ce qu'a dit Jérémy, je n'ai pas plus de choses à ajouter que oui, de toute façon, je pense que de toute façon, la question du streaming, tu la traverses aussi dans le jeu vidéo, c'est-à-dire que le jour où les serveurs sont fermés, Netflix fait faillite, ça peut arriver, Netflix fait totalement faillite, tous les programmes sont enlevés, la plateforme n'existe plus, que reste-t-il? Rien. Là, pareil sur les jeux vidéo, Sony fait faillite, les serveurs ferment, tu peux plus accéder aux jeux ou quoi que ce soit. Donc oui, ça pose plein de questions sur ce qui reste du support. Mais voilà, après, oui, en ce qui concerne... tu auras toujours beaucoup de concurrence, la question des abonnements, les questions aussi, moi je voyais beaucoup Netflix se spécialiser dans le documentaire, et après, tu pourras toujours, je pense que tu auras toujours un catalogue de films proposés, mais à terme, je vois pas forcément les plateformes de streaming finir à fond dans la production, en fait. Plus une plateforme de diffusion. C'est ça, plus diffuser des films qui sont sortis, mais j'ai pas l'impression qu'en termes de... ça va se maintenir en termes de production. Voilà. C'est pas pérenne de produire. En tout cas, ils n'ont pas réussi à trouver, en termes de films, je pense qu'ils n'ont pas réussi à vraiment produire un film qu'on pourrait considérer comme un classique, quoi. Alors que pour le coup, des mini-séries, je trouve que Netflix, ils ont vraiment réussi à trouver cette narration qui fait qu'il y a des exemples qui vont marquer le genre. Je pense que ça dépend vraiment si on parle d'une série documentaire, d'une mini-série, d'une série à long terme, d'une série qu'ils ont reprise. En fait, je pense que ça dépend aussi à quel moment ils interviennent et à quel type de format, quoi. Est-ce qu'ils ont produit des films cultes Netflix? Le plus gros film Netflix qui me vient à l'esprit, c'est Irishman. Moi, je pensais mais c'est de la merde. Power of the Dog. Je pensais à Power of the Dog. Par contre, c'était incroyable. Tu vois, autant pour moi. Roma, moi j'ai bien aimé Roma. Roma, c'est vrai que j'y pensais plus. C'était vraiment sympa aussi. T'as pas aimé The Irishman? Vous avez aimé, vous? C'est incroyable. Oh moi, my j'ai pas god. vu, pas trop. J'ai jamais vu. Mais Owen. On repart sur notre Joker. Il joue grave mal Robert De Niro dedans. Il faut qu'il aille se coucher, la retraite là. Robert De Niro faire des enfants aussi. dans Killers of the Flower Moon, en tout cas, il était très bon. Ouais, oui. Moi après le film, j'ai pas trop kiffé, mais ouais. Mais c'était déjà mieux que. Alors on t'adorait l'Adèle, mais là ça. Owen surtout. Vraiment, arrête-toi comme ça, on sait qu'on te réinvitera. Si tu continues, c'est fini là. Killer of the Flower Moon, les seules choses à sauver, c'est la première et la dernière scène. C'est dur là. On fera un débat. Bon.
Pardon, j'ai j'ai cassé l'ambiance. On va conclure le Joker. À qui vas-tu donner le Joker? Je voulais regarder la liste des derniers épisodes qu'il avait pas fait pour équilibrer, mais je ne sais plus. Mais ça fait longtemps que tu l'as pas fait, toi, Owen. Ça fait très longtemps. Bah tiens, Owen, prends le Joker. Je vais le faire dans 3 épisodes parce qu'à chaque fois On ça repousse. Donc quand tu auras un Joker, ce sera à toi de le faire. Voilà. Avant c'était les chroniques de Fred qu'on repoussait, maintenant c'est le Joker. Qu'en est-il de ça? Fred. Un jour, Parce ça que genre arrivera. Fred, ça fait genre 3 mois qu'il nous a teasé, genre ouais, je vais faire une chronique, vous êtes pas prêts les gars. Non, mais ce que je dis, parce que ça va être tellement énorme, mec. Tu vois, Il Mec. faut attendre, mec. non mais mec, Non mais Mais mec, c'est Bon. incroyable mec. on essaiera de reparler de séries à l'avenir. Ah mais grave, faites ça, c'est ça qui marche en plus. C'était fun. Ah, mais ça prend plus de temps à regarder quand même. On s'appelle du ciné des potes, du ciné. Mais alors, c'est pas du cinéma les C'est pas du séries cinéma, les séries? Allez, on retourne sur notre Joker. Ah, C'est pas du cinéma, les séries? C'est de la série. C'est autre chose. Oh Non, mais après, Adolescence, ce qui était bien, c'est que c'était quand même une mini-série de 4 heures. Ouais. Donc ça passe, quoi. Moi, Mais je vous dis- regardez pas des séries au quotidien? Mais moi, en ce moment, Non. je commence de plus en plus à être dans les séries. Là, j'ai regardé Beef, qui est génial. J'ai regardé Sévrance, qui est génial. J'ai regardé The White Lotus, qui est génial. Mais mec, Non, bah, c'est nous, incroyable. Nous on est sur des films. Moi, je finis Bah, pas venez, on les- devient j'ai tendance à DSP. pas finir les séries, malheureusement. DSP, les gars. Des séries et des potes. Ça fait un peu nom de drogue DSP. hein, mais, Mais en fait, juste les séries, c'est du cinéma. Bon, après, c'est- Ouais, non, bah oui, c'est d'accord. C'est juste que c'est pas Du diffusé DSP sur en un grand speed. écran avec plein de gens dans une salle réunie, mais Ouais, c'est ça. techniquement, c'est du cinéma. C'est plus proche de la radio, techniquement, la série. Bref. Est-ce qu'on s'arrête là-dessus les amis? Oui. C'est quoi le générique de fin? On fait bisous. Ah bah, merci Adèle déjà. Merci Adèle Merci aussi. Adèle, Merci d'abord. Adèle. Bah non, merci, c'était trop cool. Bah ouais, bah tu reviens quand tu veux. De toute façon maintenant on a 6 micros. Donc on J'espère peut... que j'ai pas trop parlé. Quoi? J'ai pas trop parlé. Tu trouves que t'as pas assez parlé? Non, est-ce que j'ai trop parlé? Non, Non, pas ça du va. tout. Ça va. Au pire, Owen te coupera au montage. Ouais, Oui, c'est ça. il va te couper. Il y a plus de trucs, il va couper Ok. tous les bons moments pour C'est- qu'on soit plus fort que toi. Parce qu'on est dans une émission machiste en fait. Donc à la fin, t'entendras juste Vous les bonjour. mascus. Au Bref. revoir. On se retrouve dans 2 semaines sur toutes les plateformes de streaming. Vous pouvez nous suivre sur Instagram, TikTok. Ah, vous êtes sur TikTok. Ah ouais, on est sur Putain, TikTok. je savais pas. Et ouais. Ok. Allez, à dans 2 semaines. Salut. Salut. Bonsoir. Bisous. Bisous.